Bien, alors, mesdames, messieurs, bonjour, et soyez les bienvenus à ces deuxième journée d'études médiévales au Collège de France, organisée cette année en deux temps. Ce matin, ce sera le premier temps, cet après-midi aussi, demain matin également, sur Dante et l'avéroïsme. Je dirai quelques mots sur cette organisation dans quelques instants. Pour le moment, j'en viens au thème lui-même et à la présentation que je suis censé en faire. Dans la Divine Comédie, la Commedia, Dante place Averroès en enfer et son disciple latin Sigé de Brabant au paradis. Dante, mort en 1321, Sigé de Brabant, mort avant 1284, une vieille histoire, une histoire française, une histoire parisienne. En témoigne la statue de Dante de Jean-Paul Aubé, érigée en 1882 dans l'actuel square Michel Foucault de la place Marcellin Berthelot devant le Collège de France. En témoigne surtout la partie de la rue du Foire, ou rue aux Feurs, renommée au XIXe siècle rue Dante, en hommage, disait-on à l'époque, au poète qui la mentionne dans la Divine Comédie, cette rue du Foire, comme le lieu où enseignait Sigé de Brabant. Étrange affaire qui s'éclaire dès que l'on s'aperçoit que les premiers historiens de Sigé se sont intéressés à lui et par voie de conséquence à l'avéroïsme à cause de Dante et de la date de son séjour parisien. C'est le souci qui, à l'évidence, anime le premier à avoir traité de Sigé en philologue et en historien, Victor Leclerc, 1789-1865, dans une conférence programmée pour la séance publique annuelle de l'Académie des inscriptions et belles-lettres du 1er août 1845, mais publiée seulement en 1847, dans le tome 21 de l'histoire littéraire de la France, sous le titre « Sigé de Brabant, professeur aux écoles de la rue du Foire ». Voici ce qu'écrit à l'occasion Victor Leclerc. Nous voudrions, à l'aide des textes inédits ou publiés que nous rapprochons ici, pouvoir donner des lumières nouvelles et sur le moment où Dante vint à Paris et même sur la certitude de ce voyage. En donnant accès à une description succincte mais instructive de deux de ses œuvres authentiques, les Questiones de Anima Intellectiva, questions sur l'âme intellective ou intellectuelle, et les Impossibilia, Leclerc apporte un témoignage nouveau, qu'on peut même dire capital, à l'historiographie de Dante, mettant un terme, comme le dit Antoine Leroux de Lincy, aux tortures des commentateurs de la comédie. Torture, le mot est fort, mais la question n'était pas moins formidable. Qui était Sigé ? Dur métier que celui d'historien de la philosophie, en 1847, on ne dispose d'aucune édition du philosophe de Brabant. Il faudra attendre 1972 pour avoir une édition critique de son tiercé gagnant, Questiones Intertium de Anima, question sur le troisième livre de l'âme, De Anima Intellectiva et De Aeternitate Mundi, toutes deux publiées donc par Bernardo Carlos Bazan. Cette absence de documents n'empêche pas Leclerc d'écrire les années précises entre lesquelles commencent et finissent les leçons de Sigé de Brabant échappent à nos recherches. Mais le lieu où Dante put y assister ne laisse aucun doute. C'est la rue du Feur ou du Foire, Straminum vicus, vicus stramineus, vico degli strami. En cause,
les vers du chant 10 du Paradis, où Thomas d'Aquin lui-même, le présentant à Dante, évoque la luce eterna di Sigieri che leggendo nel vico degli strammi si loggizo invidiosi veri. Soit dans la traduction de la regrettée Jacqueline Risset, la lumière éternelle de Sigier qui, enseignant dans la rue du Foire, syllogisa des vérités qui lui firent tort. Soit encore, selon Balthazar Grangier, le vieux translateur, comme on dit à l'époque de la Comédie en 1596, l'éternelle clarté du docte Sigier qui, lisant en la rue au feur en sa vie, syllogisait discours dont on lui porte envie. Et enfin, last but not least, Leclerc lui-même, l'éternelle lumière de Sigier, qui, professant dans la rue du Foire, mit en syllogisme d'importunes vérités. En 1862, Leclerc et Renan, qui 10 ans plus tôt a publié Averroès et l'Averroïsme, signeront ensemble les 2 volumes de l'histoire littéraire de la France au XIVe siècle, Leclerc rédigeant le discours sur l'état des lettres et Renan le discours sur l'état des beaux-arts. Averroès est dans l'air de Paris. En 1847, Leclerc s'extasie sur l'audace intellectuelle de ce fief de Garlande dans la rue du Foire, dont la rue du Foire, était une dépendance et qui concentrait alors dans ses étroites limites les études parisiennes qui, dit-il, ne tardèrent pas à s'étendre sur toute la montagne nommée aujourd'hui le Pays latin. Le quartier latin s'appelait le Pays latin. Ce Pays latin, véritable marqueur de l'identité française, comme le confirme à sa manière Pétrarque dans l'Innuentiva contra eum qui maledixit Italiae, en s'en prenant à cette arche du Petit Pont et à cette rue du Foire, où tout ce qui se débite contre l'Italie est sûr d'obtenir les applaudissements des étudiants et des grisettes. Mulier culis, puerisque plaudentibus et quicquid contra Italiam dictum fuerit consona voce laudantibus. Leclerc s'extasie, dis-je, et s'écrie ainsi pendant 400 ans, entendez jusqu'au XVIIe siècle, dans ce coin humide et sombre de l'ancien Paris, à l'époque privé de réseau express régional, l'intelligence déjà presque libre s'était exercée au combat, à la victoire, et c'est un nom que ces luttes périlleuses y rendirent populaire vers 1300, le nom d'un homme quelque temps proscrit, qui retentit aujourd'hui jusqu'à nous parce qu'un autre proscrit l'a prononcé. Sigier, Dante, même combat. Et Leclerc d'insister, rien ne nous paraît plus dans le caractère de Dante que la protestation poétique qu'il oppose aux persécutions dirigées contre le docteur de la rue du Foire, que cet appel au tribunal céleste en faveur d'un homme accusé et peut-être condamné sur la terre. Cet homme qu'il avait, comme la plupart de ceux qu'il avait connus sans doute comme la plupart de ceux qu'il venge ou qu'il punit, avait été cité à comparaître devant un juge dominicain. C'est un autre dominicain, le plus grand de tous, Thomas lui-même, qui, non content de l'absoudre, le fait asseoir auprès de lui dans l'assemblée des saints. C'est, dit-on, le 3e en bas à partir de la gauche. Tout est bien qui finit bien. Après Leclerc, cependant, vient Frédéric Ozanam, 1813-1853, qui traduisit le Purgatoire, auquel Carlo Ossola, ici présent, a consacré, je salue et remercie au passage, a consacré une partie du séminaire donné au Collège de France en 2002. Après Leclerc, ou plutôt avec lui, le grand livre d'Ozanam, ou Ozanam, Dante et la philosophie catholique au XIIIe siècle, paraît, comme la monographie de Leclerc en 1847, 10 ans
environ après une thèse déjà consacrée à Dante. Donc Ozanam, lui aussi, traite de Sigé et de l'avéroïsme pour régler la question du ou des séjours parisiens de Dante. Mais plus encore, s'appuyant sur les études biographiques de Leclerc, il fait du séjour à Paris auprès de Sigé un moment essentiel dans la genèse de la Commedia. Ces études biographiques mènent, écrit-il, à une conclusion considérable, c'est que Dante, au moment de mettre la main à son œuvre immortelle, avait déjà passé par les leçons de l'université de Paris, par le régime laborieux des écoliers du XIIIe siècle, assis sur la paille, le foire, les feurs, aux pieds des maîtres, par les écoles de dialectique et les bruyantes disputes de la rue du Foire, etc. On pourrait continuer indéfiniment, filer la longue histoire des contresens, bévues, approximations, surinterprétations, polémiques de tous ordres qui ont scandé l'histoire de cette triple alliance de Dante, d'Averroès et de Sigé. La cultura dantesca et l'histoire de la littérature universelle sont quasi coextensives. Le dantisme, si l'on peut employer ce terme, a ses figures majeures qui signent un avant et un après. Pour nous, je pense pour les gens de ma génération, c'est Bruno Nardi. Les 2 journées qui viennent auront assez d'occasions de rappeler les hommes, les figures, les étapes de cette triple appropriation, Dante, Averroès, Sigé. Je veux plutôt souligner en préambule le grand mérite d'Ozanam, avoir attiré l'attention sur ce qu'il appelle le convito et en avoir traduit quelques pages pour montrer comment Dante fut conduit aux questions morales et politiques et souligner ce qu'il appelait son respect pour l'autorité d'Aristote. Le convivio, le banquet, est une œuvre majeure et la meilleure entrée sans doute dans notre thème Dante et l'avéroïsme. Un des thèmes centraux du convivio est la réflexion sur la noblesse, la nobiltade, un concept nouveau aux confins du philosophique et du politique, qui est à la pensée médiévale italienne ce que l'Edelkeit sera dans les années 1300-1320 à l'Allemagne de Maître Eckhart, un autre réprouvé. Mais qu'est-ce qui se cache sous le masque de l'homme noble, de l'homme de l'intellect chez Eckhart, mais aussi à sa manière chez Dante? Qu'est-ce qui se cache auquel les tenants de la théologie faible opposeront le personnage théorique de la Vétula, la petite vieille, Pétrarque, celui de l'Anus Pia, la bonne vieille pieuse, et les censeurs de tout poil, celui des gens simples, les simplices, auxquels la bulle Inagro Dominico fera en 1328 à Meister Eckhart le reproche d'avoir voulu prêcher. La réponse a beaucoup varié à cette question, et elle peut encore le faire, et le fera. Dans le cas de Dante, on sera tenté de dire un fantôme au triple visage, celui de l'avéroïsme, celui de l'arabisme, selon le mot de Renan, créateur du terme, et synthétisant les deux, celui de l'avéroïsme politique. La situation est simple. Tout en affirmant dans le Convivio la dimension collective de la science où l'homme réalise progressivement l'humanité, Dante insiste dans la monarchie sur la nécessaire dualité des pouvoirs spirituels et temporels. Le christianisme impose à l'homme de vivre en fonction de 2 fins bien distinctes, duo ultima. La félicité civile pour le monde d'ici-bas, la béatitude éternelle pour l'autre monde. C'est là que le bas blesse. Pour certains interprètes, la singularité de Dante est d'affirmer le caractère irréductible, insurmontable de cette dualité et ainsi de faire éclater l'idée même de société chrétienne. C'est le cas d'Étienne Gilson et c'est sur ce point précis que Dante se connecte à l'avéroïsme. Durant les quelques 18 années d'enseignement prodiguées dans la chaire d'histoire de la philosophie du Moyen-Âge au Collège de France, de 34 à 51, Étienne Gilson a abordé la pensée de l'Alighieri à 4 reprises. En 1934-35, dans le cours du mardi sur l'idéal social du Moyen-Âge.
En 1937-1938, dans le cours du lundi, sur l'idée d'humanité, cours sous-titré « Recherche sur l'histoire d'un idéal médiéval ». En 1943-1944, dans le cours devenu cours du jeudi, explication littérale et commentaire historique du texte intégral du Convivio de Dante. Et enfin, en 1947-48, dans le cours rétabli le lundi sur la métamorphose de la Cité de Dieu. Sans entrer dans le détail, il est important de noter le théorème de base, le théorème fondamental de Gilson. L'existence de ce qu'il appelle une relation constante entre les conceptions que l'on se fait de la philosophie et celles que l'on se fait de la société au Moyen-Âge. Cette relation est clairement asymétrique. Elle réduit un ordre, le politique, à un autre, l'ecclésiologique. Mais telle qu'elle, elle comporte au moins deux variantes, illustrées par Pierre Damien, mort en 1072, et Roger Bacon, mort en 1294. Les théologiens purs, écrit Gilson dans le résumé de son cours, les théologiens purs qui nient la légitimité d'un ordre rationnel distinct, nient également la légitimité d'un ordre social distinct de celui de l'Église. C'est ce que fait Pierre Damien. Ceux qui résorbent la philosophie dans la sagesse théologique, ou l'y intègrent, résorbent aussi la société civile dans l'Église. C'est ce que fait Roger Bacon. C'est à cette dernière attitude, poursuit Gilson, que se rattache la conception d'une res publica Christiana, la société universelle, comme société de tous les peuples chrétiens, régie par les papes au nom de la vérité théologique. C'est elle que Dante a ruinée. Le diagnostic est implacable et vaut sur la durée longue. Le Goff eût dit sur le long Moyen-Âge. En rompant l'unité, écrit Gilson, de cette sagesse chrétienne sous la pression de l'avéroïsme, Dante a provoqué aussi la rupture de la chrétienté. C'est à partir de lui qu'on a vu la philosophie se détacher de la théologie et les communautés politiques se détacher de l'Église. Ce double mouvement de désintégration est l'une des forces auxquelles l'Europe moderne doit sa naissance. Les tentatives de Campanella, Leibniz et Auguste Comte pour restaurer l'unité occidentale sous l'autorité d'une doctrine commune qui jouerait le même rôle qu'avait joué la théologie au Moyen-Âge ont été autant d'échecs. Le problème de cette restauration demeure donc ouvert encore aujourd'hui. Le cours de 1937-1938, on est à 2 pas de la Seconde Guerre mondiale, revient avec plus de détails sur certains points déjà touchés en 1934-1935, sur l'idéal médiéval d'une société universelle. La doctrine politique de Dante y joue un rôle décisif. C'est en l'étudiant que les résultats les plus neufs ont été obtenus, écrit Gilson. L'analyse détaillée du Convivio, de la monarchie et de tous les textes de la Divine Comédie relatifs à la politique a en effet permis de retrouver le principe d'unité qui régit la philosophie politique de Dante. Et, Gilson d'annoncer, un mémoire étendu sera publié en 1939 pour exposer les résultats principaux de ses recherches. Malgré les orages, Gilson tiendra parole. Ce sera Dante et la philosophie, 1939 donc, qui prend le contre-pied de Dante le théologien, l'ouvrage délicieusement paradoxal où, selon la belle formule de mademoiselle Marie-Thérèse d'Alverny, que nous appelions quand j'étais jeune la grande mademoiselle, eh bien Marie-Thérèse d'Alverny écrivait ceci, l'ouvrage paradoxal où s'égara l'imagination d'un grand érudit, non point au milieu du chemin de la vie,
mais à son extrême fin. Le grand historien de Sigé, véritable inventeur en 1899 de l'avéroïsme latin, Pierre Mandonnet, dont, comme le rappelait encore malicieusement mademoiselle d'Alverny, le thème essentiel était de transformer l'infortunée Béatrice en symbole de la théologie et de la vocation cléricale, en lui déniant toute existence personnelle, et de commenter « Notre bon dominicain n'avait pas d'indulgence pour les rêveries de l'amour platonique et courtois, et l'idée qu'un esprit aussi vigoureux que Dante pût avoir de telles faiblesses le trouvait incrédule. Monsieur Gilson a plus de condescendance pour les passions humaines et il accorde au poète le droit d'avoir une muse. » Dont acte. Mandonnet se trompait. Il n'était pas le premier. Il se rencontrait de fait avec Feuerbach, qui, dans son Pierre Belle, une contribution à l'histoire de la philosophie et de l'humanité de 1838, écrivait « L'amour pour Béatrice transfigura Dante en poète ». Mais, n'est-ce pas, l'amour élève le fini à l'infini. Dante identifia Béatrice à la théologie. Mais Gilson ne se trompe-t-il pas à son tour? Dante est-il le fossoyeur médiéval de la société universelle? J'en doute. La Monarchia est le plus long syllogisme de l'histoire. Si jamais quelqu'un syllogisa des vérités importunes, c'est bien Dante lui-même dans cette longue chaîne de raisons, cet extraordinaire enchaînement de prosyllogismes et d'épisyllogismes que constituent les 3 livres de la monarchie. La grande nouveauté du texte est de considérer la société humaine comme une unité sans la réduire à l'ecclésia. Dante peut donc y enseigner le fondement de tout discours monarchique, le principe dit de la réduction à l'un, reductio ad unum, revendiqué par les théologiens, les philosophes et les juristes, stipendiés par les 2 absolutismes, et même peut-être les 3 d'ailleurs, qui s'affrontent au début du XIVe siècle, celui du pape et celui de l'empereur, mais n'oublions pas, cocorico, celui du pape et celui du roi de France. Donc, Dante peut enseigner le fondement de tout discours monarchique, ce principe, dis-je, de la reductio ad unum, sans en tirer, lui, les conséquences qu'en tirent les pontificaux, par exemple. Selon les partisans du pape, notamment Gilles de Rome, le principe de la réduction à l'un implique la subordination de l'empereur au pape, du roi au pape. Dante conteste les conditions dans lesquelles les pontificaux appliquaient le principe. Il est vrai que, comme l'écrit Aristote, l'auteur du principe en lequel on peut reconnaître le principe d'unité qui régit la philosophie politique de Dante, eh bien, dans tout genre, il y a quelque chose de premier auquel il faut ramener, reduci, toutes les choses qui sont dans ce genre, et qui est la mesure, le maître, dit Aristote, maître de toutes ces choses. Il est vrai aussi que tous les hommes appartiennent à un même genre. Le genre humain, qu'on appelle aussi l'espèce humaine d'ailleurs, ce qui fait que par le fait on voit qu'il n'y a pas diverses espèces d'hommes, mais que des hommes qui diffèrent numériquement, c'est-à-dire individuellement, au sein d'une même espèce générique qui est le genre humain. Mais bon, il est vrai donc que tous les hommes appartiennent à un même genre, le genre humain. Il est donc également vrai que tous les hommes doivent être ramenés à un qui est mesure unique du genre humain. Mais il n'est pas vrai que le pape, ni d'ailleurs l'empereur, mais il n'est pas vrai que le pape, ni d'ailleurs l'empereur, puissent réaliser ou incarner concrètement cet homme modèle. Cet homme, Dante ne le désigne pas dans le concret, mais la référence à l'éthique à Nicomaque permet de le caractériser. C'est celui en qui se réalise ou s'actualise la vie philosophique, c'est-à-dire la connaissance intellectuelle. Si la nature de l'homme est la pensée, la science, la connaissance,
ni le pape ni l'empereur ne la réalisent en tant que telle eux-mêmes. Il appartient à la monarchie impériale, autrement dit au pouvoir temporel, de rendre possible la vie philosophique, et à la papauté, autrement dit au spirituel, de ne pas la rendre impossible. Entre le sacerdotium et le regnum, le pouvoir religieux et le pouvoir politique, l'Alighieri affirme sans doute, peut-être, avoir les droits d'un tiers qui ne se réduit ni à l'un ni à l'autre, le philosophe homo optimus, et l'existence d'un plaisir qui ne se confond ni avec la félicité civile, ni avec la béatitude éternelle, le plaisir philosophique, le bonheur de penser, bref, la felicita mentale. Est-ce par là que Dante se rattache à l'avéroïsme? On peut être tenté de répondre « oui ». On l'a fait et on le fait encore. Mais peut-on répondre sérieusement sans être historiquement, philosophiquement, conceptuellement, et j'ajouterais historiographiquement au clair sur ce que l'on entend par avéroïsme? L'avéroïsme est une sorte d'hydre dont les têtes poussent ou coupées repoussent à mesure que la bibliographie primaire et secondaire s'enrichit. Il y a autant d'avéroïsme que d'avéroïstes, et autant d'avéroïstes que de grilles de lecture et de choix d'objets découpés par les historiens dans la masse, en croissance quasi exponentielle, des données médiévales, en philosophie comme en théologie. Aristotélisme hétérodoxe, avéroïsme éthique, aristotélisme politisé, laïcisme, laienphilosophie, arabisme, farabisme, intellectualisme aristocratique, j'en passe, tout a été essayé dans les années 1980. Ces catégories ont été, au choix, revisitées, critiquées, refondées, reformulées, abandonnées depuis une quinzaine d'années au moins. Elles correspondaient à des intrigues dont certaines, au fil du temps, sont devenues de vieilles histoires, à des découpages disciplinaires, psychologie, noétique, métaphysique, politique, philosophie du langage, qui demeurent plus ou moins, et à des problématiques à valeur ajoutée, comme celle de la felicita mentale, lancée en Italie par les écrits de Maria Corti sur Dante, qui, au fil d'âpres polémiques auxquelles a participé l'ami disparu également, que je salue ici tristement, Alfonso Mayeru. D'âpres polémiques, au fil d'âpres polémiques, eh bien, cette problématique de la felicita mentale a débordé sur tous les domaines et investi bien des champs hors des études dantesques. Celui par exemple de la réception d'Albert le Grand, philosophe et théologien, une des sources alléguées du Convivio, comme l'a bien montré le travail d'un autre disparu, Cesare Vasoli, dans son grand commentaire grande partie du Convivio, et une série d'articles que vous trouvez mentionnés ici. Je pourrais mentionner aussi la question des rapports entre philosophie et théologie, les rapports entre artistes et théologiens, et les condamnations universitaires, au premier plan desquelles la grande mesure parisienne de mars 1277 et bien d'autres encore. Certaines de ces intrigues, certains de ces découpages alimentent toujours la réflexion, suscitent ou prolongent des débats sur Dante, sur l'avéroïsme, sur Dante et l'avéroïsme, sans oublier Averroès lui-même, Ibn Rushd, et les avéroïsmes, mais aussi, et c'est sans jeu de mots capital, sur l'aristotélisme parisien du XIIIe siècle et son philosophisme supposé, ses héros longtemps allégués, comme Boès de Dacie, l'alter ego de Sigé, et ses thèmes-titres comme le bonheur, la volupté de philosopher. Toutes ces intrigues, tous ces découpages, toutes ces personnifications, cependant, sont aujourd'hui, à des degrés divers, remises en question. On dirait volontiers que ce ne peut être sans conséquence sur les études dantesques, sur l'évaluation du personnage théorique de Dante, sur la détermination du sens et de la portée philosophique de son œuvre. Mais on pourrait aussi bien dire l'inverse,
et soutenir que le renouveau des études dantesques, et renouveau il y a sur Dante lui-même, mais aussi bien sur Cavalcanti, ne peut rester sans conséquence sur notre compréhension de la philosophie médiévale, de son histoire, de son historiographie, mais aussi de ses problèmes, de ses enjeux et de ses catégorisations les plus générales. D'un mot, le monde des ismes. Les deux vont de pair. La réévaluation des émotions, des sentiments, des affects, des passions dans le champ de l'anthropologie philosophique et de son histoire. L'entrée en jeu de la médecine, à dire vrai, jamais sortie du champ des études dantesques, mais longtemps vouée au développement séparé dans les histoires de la philosophie médiévale. Non moins que la réévaluation du politique ou le renouvellement de la pensée de l'hétérodoxie, tout cela conduit à des bouleversements, à des changements d'intrigue, d'axes de narration, correspondant peut-être à l'émergence de nouveaux paradigmes historiques. C'est ce que nous allons voir, j'espère, dans ces 2 journées. On parlera ce matin de l'avéroïsme tel qu'il se présente et se laisse caractériser rigoureusement dans les textes auxquels l'inlassable travail des éditeurs nous donne depuis quelques années accès. Ce sera l'avéroïsme aujourd'hui, avec Jean-Baptiste Brenet, pour nous introduire, à 10h donc, pour nous introduire à Dante, le Dante des philosophes, des linguistes, des littéraires et autres. Irène Katache évoquera les problèmes de méthode et de doctrine, entraînant notamment, sous l'angle qui est le sien, du principe de la reductio ad unum. On reviendra ensuite sur cet objet singulier, ce construct peut-être imaginaire, Dante et l'avéroïsme, tel qu'il s'est constitué dans l'histoire de la philosophie et dans le champ des études dantesques. Enrico Fenzi et Gianfranco Fioravanti, 2 grands savants, venus respectivement de Gênes et de Pise, les 2 républiques maritimes italiennes médiévales, n'est-ce pas? Mais il n'y aura pas de bataille navale ici, ni demain d'ailleurs. Feront le bilan que chacune ou chacun attend en traitant respectivement de Dante et l'avéroïsme, naissance et histoire d'une question controversée, et de Dante et l'historiographie de l'avéroïsme. Les séances suivantes, cet après-midi et demain, nous permettront d'aborder tous les thèmes évoqués ce matin. L'avéroïsme et l'anti-avéroïsme d'abord, dans le domaine iconologique, avec 2 interventions, l'une de Thomas Ricklin et l'autre de Luca Fiorentini. Une intervention dans le domaine de la cosmologie avec Luca Bianchi. Un regard posé sur l'élitisme philosophique avec Pasquale Porro. L'hérésie avec Paolo Falzone, le mercredi 13 mai. La médecine avec Aurélien Robert et la politique avec Jacopo Costa et Andrea Tabarroni. L'après-midi du 13 sera consacré à une réflexion sur l'hétérodoxie au Moyen-Âge à partir de 2 publications récentes en présence de leurs auteurs, avant de revenir au plus hétérodoxe des hétérodoxes, Averroès, et au cœur de son hétérodoxie peut-être la théorie du fantasme, avec l'intervention de Jean-Baptiste Brenet. Averroès, penser sa forme. Et les journées se concluront par une conférence de Giorgio Agamben sur Averroès et celui que dans la Vita Nuova Dante appelle son premier ami, Guido Cavalcanti. Avant de donner la parole à tous ces orateurs et ces oratrices, je voudrais remercier toutes celles et tous ceux, alors qu'ils ne sont pas ici, hein, bien sûr, mais là plutôt, qui ont rendu possible ces journées au montage complexe. Le comité d'organisation du colloque, Jean-Baptiste Brenet, Pasquale Porro, Irène Katache, l'amicale des médiévistes, elle existe, et Christophe Grelard, pour la rencontre sur l'hétérodoxie, demi-journée insipide, les personnels et collaborateurs du Collège de France, tout particulièrement Madame Sophie Grand-Cire Rodriguez, David Simonetta, Maria Elena Deluna et les intervenants eux-mêmes et
notamment nos collègues italiens. Je salue à cet égard Madame Olga Lizzini, qui nous fait, la grande spécialiste d'Avicenne, qui nous fait l'honneur de présider maintenant cette journée, cette matinée, la suite de cette matinée, et à laquelle, excusez-moi, je donne la parole. Merci beaucoup.